et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de l'exploitation, la préservation et la protection de l'environnement pour ce cours de terminale AGGSP. Depuis la préhistoire, en effet, la nature offre aux sociétés humaines des ressources assurant leur développement. Leur exploitation favorise la croissance démographique, ce qui accroît la pression des sociétés sur leur environnement. Les équilibres en sont modifiés, ce qui altère la biodiversité et constitue parfois, on le voit bien, un danger pour l'homme. Seulement, l'humanité n'a pris conscience que récemment de son impact sur l'environnement. Cette évolution conduit à l'idée d'une nécessaire protection de l'environnement, voire même de sa préservation. Il s'agit d'une approche plus radicale qui vise à protéger la nature en empêchant son exploitation et en excluant totalement les sociétés. L'homme entretient donc un rapport ambigu avec son environnement entre exploitation, valorisation et nécessité de protection. Comment les sociétés peuvent-elles donc concilier exploitation et protection de leur environnement ? Pour commencer, on va voir la pression croissante sur les milieux imposée par l'homme. Et commençons pour ça par parler de l'anthropisation, autrement dit les actions de transformation des milieux par les activités des sociétés qui remonteraient à l'époque néolithique avec l'invention de l'agriculture. Alors plusieurs facteurs sont évoqués classiquement pour expliquer le passage du paléolithique au néolithique, comme le recul des glaciers, le réchauffement climatique ou encore la raréfaction de certaines espèces chassées qui auraient obligé les hommes toujours plus nombreux à se tourner vers d'autres ressources. Ainsi, il y a environ 10 millénaires, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont commencé à domestiquer certains animaux, les moutons, les porcs, et certaines plantes comme le blé ou le riz, ce qui a inauguré les premières manipulations sur le vivant. Cette révolution néolithique consacre ainsi le passage d'un être soumis aux éléments climatiques et environnementaux à un être qui est actif dans l'appropriation et la domination de l'environnement. Cette révolution néolithique a des temporalités un petit peu différentes sur toute la planète, mais va se diffuser graduellement à tous les espaces habités par l'homme. Ce qui est important de retenir ici, c'est que la destruction de la nature, la modification des paysages, devient la condition de la pratique agricole. Les hommes vont couper et brûler de nombreuses forêts pour ouvrir des clairières et introduire de nouvelles cultures comme les céréales. C'est ce qui explique leur sédentarisation, qui est l'élément principal qui caractérise le néolithique par rapport au paléolithique, où on a des villages qui sont aménagés en terrasses autour de bâtiments communautaires qui servent à stocker la nourriture. Et en étant mieux nourris, les hommes sont aussi plus nombreux. La population passe ainsi environ de 7 à 500 millions d'habitants entre 10 000 et 3 000 avant notre ère. La possession de la terre devient d'ailleurs un facteur d'inégalité, voire un objet de convoitise, et on assiste ainsi aux origines des premières formes de violence à grande échelle. On parle alors de rupture systémique, puisque tout retour en arrière devient impossible. Certaines espèces disparaissent, comme les aurochs, mais les premiers déboisements à la hache et par le feu détruisent les forêts primaires et génèrent des phénomènes d'érosion qui sont accélérés par l'élevage de chèvres et de moutons. L'homme mène ainsi des travaux considérables pour étendre les surfaces cultivées, une action qui se poursuit à l'époque gallo-romaine et au Moyen-Âge, avec les grands défrichements du XIe et XIIe siècle en particulier qui permettent de mettre en culture les zones marécageuses. Enfin, le développement de l'artisanat au Moyen-Âge a aussi un impact sur l'environnement, puisqu'il nécessite une intensification des activités d'extraction minière qui est à l'origine de plusieurs formes de pollution, en particulier dans les villes. Avec la révolution néolithique, le milieu n'a ainsi plus rien de naturel tellement il a été transformé, il est anthropisé et devient un milieu social, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune forêt primaire sur Terre, y compris au fin fond de l'Amazonie. Cette exploitation va s'accélérer avec la première mondialisation, puisque, vous le savez, à partir du XVe siècle, Espagnols et Portugais se lancent à la conquête du monde, puis se le partagent via le traité de Tordesillas de 1494. Les Européens vont ainsi exploiter massivement les ressources naturelles du Nouveau Monde, qui relèvent d'une économie destructrice puisqu'ils ne se soucient pas du tout de leur renouvellement. C'est le cas notamment de l'exploitation des mines d'or et d'argent, comme les mines du Potosí en Bolivie, du commerce de bois de teinture au Brésil, ou encore de l'essor de l'économie sucrière. Le commerce s'intensifie alors dans cet espace atlantique, mettant en relation l'Europe, l'Afrique et les Amériques. C'est le début de la première mondialisation, ou comme le disait Patrick Boucheron, de ce premier bouclement du monde. Vous l'avez tous vu en seconde, les navires marchands espagnols vont aller chercher en Amérique des métaux précieux et des produits tropicaux. Ils partent en convoi 2 fois par an protégés par la flotte royale qu'on appelle l'Armada en Espagne. Les produits sont ensuite rapportés à Séville où les marchands doivent verser au roi 1/5 de la valeur de la marchandise.
tandis que les marchands portugais se rendent en Asie par la mer, faisant étape dans leur comptoir africain pour en rapporter des épices. Enfin, les navires négriers échangent divers produits, des armes, de l'alcool, du tissu, contre des esclaves dans le golfe de Guinée, pour aller ensuite les vendre dans l'Empire espagnol grâce à l'Asiento, ils ont le monopole de la vente des esclaves, avant de retourner ensuite à Lisbonne, chargés de sucre et de produits tropicaux. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez tous vu, et vous le connaissez tous, le commerce triangulaire. Alors cette nature subit l'exploitation par l'homme, il y a aussi une véritable volonté de la maîtriser et de la dominer. En témoigne la conquête des montagnes, notamment celle du Mont Aiguille qu'on voit ici représentée de façon assez imaginative. Sous l'Ancien Régime, en effet, la nature sauvage suscite avant tout la crainte. Les montagnes et les forêts sont vues comme des territoires dangereux et hostiles. Ces dernières, les forêts, servent de terrain de chasse aux seigneurs et de ressources pour les paysans. Elle est largement hors de contrôle du pouvoir royal qui prend conscience petit à petit des risques liés à la multiplication des règles et exemptions. Convaincu que la France périra faute de bois et que la forêt est un trésor qu'il faut soigneusement conserver, Colbert en réglemente l'usage dans l'ordonnance des eaux et forêts de 1669. Il veut alors protéger la forêt, mais surtout en fait répondre aux besoins de la marine qui a besoin de bois pour ses chantiers navals. Cela permet aussi de repousser les limites de ce qu'on appelle la terra incognita, en permettant un contrôle royal beaucoup plus strict de ces espaces qu'on va chercher à dominer comme, je le répète, la domination du Mont Aiguille en Isère. Cette politique est indissociable de la construction de l'État moderne et de l'affirmation du pouvoir absolutiste. La forêt s'inscrit dans une vision assez cartésienne du monde où l'homme devient le maître et le possesseur de la nature, puisque, avec les Lumières, va s'imposer l'idée que le progrès humain suppose un asservissement de la nature à l'homme. Pensez au jardin de Versailles en particulier, le jardin de la Française, où tout est dominé par la main de l'homme. On veut en fait maîtriser et exploiter la nature au bénéfice des hommes pour contribuer à leur bonheur et faire reculer la misère. Belle utopie. Alors la pression sur les milieux s'est accentuée au fur et à mesure du temps, on l'a vu, mais la dégradation accélérée de l'environnement est aussi une responsabilité collective depuis l'industrialisation. En effet, depuis celle-ci, notre planète est profondément remodelée et pour la première fois, ce sont les humains qui sont devenus les principaux moteurs des changements qui l'affectent et ces transformations sont irréversibles. Alors, vous le savez, depuis la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, l'industrialisation se met en place et se diffuse un peu partout dans le monde occidental, avec un modèle de développement qui est fondé sur l'exploitation des énergies fossiles, le charbon de terre pour la première industrialisation et le pétrole pour la seconde industrialisation, ce qui implique un recours intensif aux ressources naturelles du sol et du sous-sol. La première industrialisation démarre au Royaume-Uni en 1768 avec la mise au point de la machine à vapeur. Elle repose sur des activités minières, mais aussi le développement de la sidérurgie et aussi et surtout du chemin de fer. Elle se traduit également par la mécanisation du processus de production, en l'occurrence en particulier dans le secteur textile avec la création des métiers à tisser. La deuxième industrialisation, on dit parfois abusivement révolution industrielle, mais on parle plutôt d'industrialisation, est fondée sur, on l'a dit, le pétrole et l'électricité qui conduit à l'utilisation massive de ressources en eau, on pense à l'hydroélectricité, au développement et à l'extraction d'énergie fossile et à l'essor de la production de caoutchouc très utilisé par l'industrie automobile. Cela permet d'accroître des gains de productivité grâce au progrès technique, comme le moteur à explosion créé en 1886, et aussi la mise en place de nouvelles formes de production comme le Fordisme. La mécanisation agricole, vous l'avez tous vu en histoire en première, accélère l'exode rural, l'urbanisation, et donne naissance à des banlieues industrielles et ouvrières, voire aussi à ce qu'on appelle les pays noirs. Le XIXe siècle est donc marqué par le basculement d'une manière plus ou moins rapide d'une société à dominante agricole et artisanale vers une société qui est commerciale et industrielle. Les paysages et les mentalités changent, la révolution des transports rétrécit les distances et l'industrialisation bouleverse aussi les structures sociales, donnant naissance au prolétariat et faisant naître de nouvelles tensions dans la société. Alors cette croissance démographique et l'urbanisation quasiment galopante qui l'accompagne entraîne, vous l'imaginez bien, une pression qui est accrue sur l'environnement. Entre 1750 et 1950, les émissions cumulées de gaz à effet de serre de la Grande-Bretagne et des États-Unis représentent près de 55% des émissions mondiales. On estime aussi à 1 million le nombre de Britanniques dont la vie a été écourtée par la pollution de l'air entre 1840 et 1900. Et si Napoléon Ier publie un décret relatif aux manufactures polluantes, c'est moins pour limiter les nuisances industrielles que pour instaurer une sorte de droit à polluer, un peu comme le principe des pollueurs-payeurs, contre une compensation financière.
Ainsi, la conscience dès le XIXe siècle des atteintes à l'environnement et leur occultation volontaire par les sociétés productivistes établit la responsabilité collective de l'espèce humaine dans la crise environnementale, comme l'écrit Jean-Baptiste Fressoz. Et tout ne s'arrête pas là, vous le savez, puisque l'impact des sociétés sur le globe est de plus en plus fort, on parle alors de grande accélération. Il y a effectivement une corrélation entre la pression des activités humaines, la production, la consommation de biens, et l'état de santé général de la planète. Et ce seuil de rupture n'est pas atteint finalement avec la révolution industrielle, mais plutôt après la Seconde Guerre mondiale où tout s'accélère follement. On assiste ainsi à une surexploitation des ressources naturelles, tant minières qu'énergétiques, et qui est aggravée par le progrès scientifique puisque des ressources qui étaient inaccessibles sont désormais exploitées, comme le gaz de schiste ou les nappes pétrolifères qui sont à plus de 1500 mètres de profondeur au large des côtes, notamment du Brésil et de l'Afrique de l'Ouest. La fragilisation des sols liée à des pratiques agricoles intensives s'accentue, avec plus de 80% des eaux usées dans le monde qui sont déversées dans l'environnement sans être traitées. Si on regarde la déforestation, on peut regarder le cas de l'île de Bornéo où le couvert forestier a disparu de 40% au profit de la culture des palmiers à huile entre 2000 et 2018. Si on regarde aussi ce que nous dit BP, British Petroleum, les réserves de pétrole sont estimées à 50 ans, même si ce chiffre est en discussion. Et en fait, si on regarde un peu toutes les ressources naturelles, le biologiste Garrett Hardin qualifie cela de tragédie des biens communs, puisque l'accès gratuit aux ressources de la nature entraîne souvent, et a entraîné très souvent, leur surexploitation. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut ajouter à ça le fait que l'étalement urbain entraîne une artificialisation et une imperméabilisation des sols qui va aggraver les risques, en particulier, et qu'on a de nombreux espaces de loisirs qui vont remplacer les forêts, les friches et terres cultivables, ce qui est aggravé par le développement du tourisme de masse depuis le XXe siècle. Les conséquences sont profondes et irréversibles. On parle alors même d'écocide, autrement dit la destruction délibérée d'un écosystème. Si les Américains, pendant la guerre du Vietnam, ont utilisé du napalm qui a détruit la forêt, l'écocide recouvre aujourd'hui l'extension des terres agricoles au détriment des forêts tropicales, notamment dans le bassin du Congo, en Amazonie et en Asie du Sud-Est. La moitié des forêts mondiales a ainsi été détruite au cours du XXe siècle et plus de 20% de la forêt amazonienne a disparu depuis 1970. En fait, si on suit ce que nous dit le GIEC depuis des années, tous les compteurs sont au rouge, aussi bien en termes de qualité des eaux, on assiste à une acidification des océans, que de qualité de l'air qui provoque des catastrophes environnementales majeures, comme le smog de Londres, qui a été responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes en 1952. Sur ce dernier sujet, petite parenthèse, il y a un excellent épisode de The Crown dans la première saison qui vous explique tout le déroulement du smog. Tout ça, finalement, aboutit à ce que de nombreux scientifiques ont appelé l'Anthropocène. Autrement dit, une nouvelle ère dans l'histoire de la Terre. L'homme est devenu le principal moteur des changements en surpassant les forces géophysiques. Et ce changement global ne serait pas subi, mais politique, car choisi et consenti au nom de certaines priorités économiques. Alors néanmoins, ce terme est critiqué, car il masque la responsabilité du capitalisme et du mode de vie occidental dans la dégradation environnementale, qui sont plutôt la responsabilité de l'industrialisation ancienne des pays occidentaux que la responsabilité du mode de vie de l'habitant moyen des PMA aujourd'hui. Il y a des voix qui militent aussi pour que l'écocide soit reconnu comme un crime contre l'humanité, sauf qu'on l'a dit, c'est pas forcément la responsabilité de tous les hommes. Enfin, on a fait un tableau extrêmement noir de ce qui se passe, et les choses sont très alarmantes, mais il y a quand même malgré tout quelques petits signes de ralentissement. Par exemple, la construction de barrages hydrauliques qui entraînent la perte de terre stagne depuis 15 ans, et le trou dans la couche d'ozone est en voie de résorption. Enfin, une petite bonne nouvelle. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on parle de transition environnementale et qu'on mène des politiques pour essayer de protéger et même de préserver l'environnement. Et les racines de ces politiques sont en fait assez anciennes, puisqu'on a commencé à sanctuariser dès le début du XIXe siècle quand le mouvement romantique s'intéresse à la nature. En particulier, il faut imaginer le contexte, on a un monde qui est en pleine civilisation industrielle, qui fait l'apologie de la modernité, et donc la nature apparaît en miroir comme un espace qui est de plus en plus à préserver. Cette fascination s'exprime dans la peinture de paysages, notamment dans le travail de l'école de Barbizon, et va se renforcer tout au long du siècle à mesure que les promesses de bonheur liées à l'industrialisation s'évanouissent. Après la prise de conscience artistique, succède la patrimonialisation de la nature. En France, la réserve artistique de Fontainebleau est créée en 1861,
tandis que le vrai premier parc national est créé à Yellowstone en 1872. Le but est de sauvegarder une nature sauvage qui est perçue comme originelle, un concept que les Américains appellent le wilderness, ce qui relève en fait davantage de la préservation que de la protection. On veut la garder comme elle est, sans que l'homme impacte la nature. Suite au travail mené par les Américains, bien plus tard, il y a des mesures qui sont faites aussi pour protéger certaines espèces menacées, comme le bison ou les baleines, qui font l'objet de conventions internationales. Et côté français, on attend 1960, presque un siècle après la création de Yellowstone, pour adopter la loi de création des parcs nationaux. On a différents niveaux de protection, comme dans le parc des écrins qu'on voit ici, où on a une vraie réserve intégrale, qui est un vrai espace préservé, qui est très limité, mais où l'homme n'a quasiment jamais accès, à part les quelques gardiens du parc et quelques scientifiques de façon extrêmement rare. Enfin, cette notion de patrimoine naturel est couronnée par l'adoption de la Convention de l'UNESCO en 1972. En parallèle, on commence à faire un lien entre industrialisation et conséquences médicales, et on commence dès le milieu du XIXe siècle à faire un lien entre la qualité de l'air et de l'eau pour expliquer certaines maladies comme la tuberculose. Prenant alors conscience des pollutions qui sont provoquées par l'homme, on assiste au développement du courant de l'hygiénisme, un courant apparu au XIXe siècle qui prône une nouvelle approche de l'environnement humain. C'est un courant qui est contemporain des travaux de Pasteur et qui stipule l'amélioration de la santé des hommes, toutes classes sociales confondues, passant par l'amélioration du cadre de vie. On demande alors de développer des infrastructures comme les adductions d'eau, le filtrage des égouts, et d'adopter des pratiques qui visent à améliorer la santé, comme les bains de mer, le sport, les promenades en montagne, comme on le voit sur la fiche ci-contre. Sous le Second Empire, les travaux d'Haussmann à Paris ont lieu ainsi sous fond d'hygiénisme, et les espaces urbains sont réaménagés pour les ouvrir, les aérer, et vont également chercher à réinventer la nature en leur sein, avec des grands boulevards sur lesquels on trouve des trottoirs, des bancs et des arbres. Dans le dernier tiers du XXe siècle, les choses vont s'accélérer, vont un petit peu changer, puisque de l'hygiénisme et de la volonté de préserver et sanctuariser l'environnement, on va commencer à parler de développement durable. Tout commence ou presque en 1972 avec l'adoption par le Club de Rome du rapport Meadows, intitulé Les limites de la croissance, qui pointe les dangers que la croissance économique et démographique fait peser sur la planète et l'humanité, à savoir la pollution, l'appauvrissement des sols cultivables et l'épuisement des ressources énergétiques. La même année, et marque d'une prise de conscience assez importante, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement se tient à Stockholm. Mais la notion en tant que telle de développement durable, la définition qu'on connaît le plus souvent, apparaît pour la première fois dans le rapport Brundtland de 1987. Issu du travail de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ce rapport postule la nécessité d'assurer le développement économique et social des sociétés humaines sans dégrader l'environnement, les trois piliers qu'on retrouve ici. Le développement durable permet donc, c'est la vraie définition officielle à connaître par cœur, je vous rappelle, de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. L'enjeu est donc important puisqu'il faut pouvoir poursuivre le développement tout en habitant durablement le monde. Exploiter l'environnement tout en œuvrant en faveur de sa préservation, de sa protection, voire de sa restauration. On adopte aussi des politiques de conservation qui sont en fait un équilibre entre protection et exploitation des milieux, qui soient naturels comme les forêts ou artificiels comme les espaces urbains. C'est une vision qui est anthropocentrique de l'environnement et qui cherche à protéger la nature dans le but d'en préserver les ressources en l'exploitant raisonnablement. On cherche alors à développer finalement l'économie circulaire comme on le voit ici dans le schéma. Différentes politiques sont alors menées. L'ONU adopte d'abord les objectifs du millénaire en 2000, puis en 2015 les objectifs du développement durable, au nombre de 17, parmi lesquels plusieurs visent à protéger l'environnement, notamment la limitation d'utilisation de ressources naturelles. À l'échelle nationale, les États relaient les orientations globales en fonction de leurs priorités économiques et sociales, comme le développement du tourisme durable au Costa Rica ou la lutte contre le gaspillage alimentaire au Danemark. Au Brésil, certains espaces protégés sont exploités par des communautés paysannes qui peuvent subvenir à leurs besoins dans un pays où la pauvreté est encore élevée. On passe alors de démarches top-down, c'est une volonté d'État qui s'impose localement. À l'échelle locale, les actions sont portées par des collectivités locales et ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté. Par exemple, à Surabaya, en Indonésie, l'impulsion vient de citoyens ou d'ONG pour traiter les déchets, c'est une démarche bottom-up. On parle de pratiques du terrain pour les diffuser un peu plus largement dans la société. Le problème, c'est que tous ces grands principes sont difficiles à appliquer, quelle que soit l'échelle.
En témoignent les difficultés à avoir des COP qui soient contraignantes et efficaces. Les choix politiques et sociétaux peuvent ainsi freiner la protection de l'environnement. Le gouvernement indonésien, par exemple, a renoncé en 2019 à fermer l'île de Komodo pour protéger les lézards géants face aux oppositions du secteur touristique. Parfois, des populations locales peuvent aussi remettre en cause la protection de certains espaces. En Éthiopie, par exemple, les populations locales refusent de quitter le parc national du Simien. On a aussi certains espaces protégés qui peuvent être fragilisés par des aménagements, comme le lac Turkana au Kenya qui voit son niveau d'eau baisser en raison de la construction d'un barrage sur le fleuve Omo qui l'alimente en eau. Tout ça, ce sont bel et bien des choix. Les COP, on l'a dit, les grands accords internationaux sur le climat, ne sont généralement pas contraignants, généralement échouent et les États s'engagent à des échéances à plus ou moins long terme à mener une transition environnementale par palier qui n'est pas forcément validée ensuite par les parlements nationaux. D'autres acteurs aussi considèrent que le modèle capitaliste et la société de consommation sont par nature incompatibles avec le respect de l'environnement et appellent à la décroissance pour sortir d'une production finie. Ce concept, politique, économique et social, théorisé par le philosophe français Alain Gorz, remet en cause l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses produites conduit à l'augmentation du bien-être social. Il veut alors réduire les besoins humains pour avoir un impact moindre sur les milieux sans attendre que la science permette hypothétiquement une croissance réellement durable. La protection doit avoir la primauté sur l'exploitation, même raisonnée, de manière à conserver l'existant. Sont en jeu l'arrêt de la croissance économique à tout prix et une moindre consommation des ressources. Enfin, il n'est pas le seul, certains citoyens appellent ainsi à la désobéissance civile, comme le groupe Extinction Rebellion qui est né au Royaume-Uni en 2018. On l'a vu, l'homme a donc mené une exploitation croissante de son milieu depuis les débuts de l'humanité. Néanmoins, des politiques de protection et de préservation ont été mises en place depuis l'industrialisation à toutes les échelles avec un succès relativement inégal. Merci d'avoir écouté ce cours jusqu'au bout. Je vous laisse préparer votre fiche de révision et je vous dis à très bientôt en classe.